C'est la deuxième plus grosse société française, derrière LVMH, et sa structure extrêmement complexe est en perpétuel mouvement. À la louche, elle détient près de 1000 filiales ou participations dans le monde, dont plus de 200 en France. Chacune de ces filiales exerce dans les domaines de l'exploration, de la production d'hydrocarbures, du raffinage, de la distribution de produits pétroliers, du gaz, des énergies renouvelables, de la chimie, du négoce et enfin du transport maritime. Après 100 ans de fusion, de rachat et de concentration, le groupe contrôle plus ou moins directement toute la chaîne de fabrication. Les exploitations flanquées du logo bleu-blanc-rouge, puis arc-en-ciel depuis 2021, se retrouvent sur les 5 continents. Selon ses déclarations, le groupe serait assis sur des réserves prouvées de pétrole conventionnel, estimées à près de 10,5 millions de barils, dont la plus grosse partie se situe au Moyen-Orient, et il continue d'investir chaque année des milliards d'euros dans la prospection, la découverte et l'exploitation de nouvelles ressources. C'est l'histoire du pays le plus riche au monde. Assis sur des milliards de barils de pétrole, c'est l'histoire de ce pays dont les multinationales étrangères qui, depuis des années, tirent ses profits de l'or noir africain, tout en laissant derrière elles une traînée de polémiques, de procès et d'accusations. Aujourd'hui, c'est du Congo-Brazzaville que je vais vous parler, car l'histoire se répète. Le 1er septembre, Total Energy, en partenariat avec Qatar Energy et la CNPC, a annoncé un nouveau projet d'exploitation offshore. Mais derrière les sourires officiels et les poignées de main, une question brûlante demeure. Ce partenariat est-il vraiment une bonne affaire pour le peuple congolais ou seulement pour Total Energy? Pour comprendre ce qui se joue au Congo, il faut revenir sur l'histoire de Total Energy. C'est parti. Total est mis en examen dans l'affaire Pétrole contre nourriture en Irak, accusé de corruption d'agents publics étrangers. Les soupçons portent sur 60 millions de dollars de pots de vin versés entre 1995 et 2004 au régime de Saddam Hussein afin d'obtenir des contrats pétroliers. 2013. Total écope d'une amende record de 398 millions de dollars infligée par les autorités américaines. Parallèlement, Total traîne d'autres casseroles. La marée noire de l'Erika en 99. 400 km de côte bretonne souillées, des centaines de milliers d'oiseaux décimés. La responsabilité de Total sera reconnue après un procès retentissant. 2 ans plus tard, l'explosion de l'usine AZF, une filiale du groupe, fait 31 victimes. Là aussi, Total est condamné pour sa négligence. Mais rien n'arrête Big Moustache. Sous sa direction, Total mène une expansion agressive. Kurdistan irakien, Myanmar malgré la dictature militaire, projet gazier géant au Qatar. Ça fait déjà un moment que les Européens boudent le groupe devenu le mal climatique absolu et critiquent ses activités, et c'est de pire en pire. Le 26 avril dernier, 2 jours après avoir annoncé à Bloomberg réfléchir à la possibilité de déplacer la cotation de Total Energy à New York, Patrick Pouyanné était entendu par une commission d'enquête sénatoriale. Et au menu, que des questions qui fâchent. D'abord, l'inaction de Total en matière d'environnement. Selon le dernier rapport du GIEC, l'humanité doit restreindre ses émissions à l'équivalent de 500 milliards de tonnes de CO2 émises par an. C'est impératif si on veut avoir 50% de chance de maintenir la hausse des températures en dessous d'1,5 degré. Or, Total participe à une vingtaine de projets ou de sites qu'on appelle des bombes carbone, chacune capable d'émettre 1 milliard de tonnes d'équivalent CO2 pendant leur cycle de vie. C'est d'ailleurs le 2e plus gros exploitant au monde de sites du genre. Dans ces conditions, comment le groupe peut-il envisager de tenir ses engagements en matière d'urgence climatique ou en matière de droits humains? Un virage que réclament les consommateurs, les autorités, mais aussi les actionnaires du groupe depuis les années 2000. Christophe de Margerie avait la réputation de n'accorder aucune importance à l'environnement et de ne rechercher que les bénéfices commerciaux. Et dans ce domaine, Patrick Pouyanné dépasse le maître. Selon lui, il faut d'abord stimuler la production des énergies fossiles pour ensuite financer la transition énergétique. Dans ces conditions, les investissements dans la prospection et la mise en exploitation de nouveaux gisements fossiles sont justifiés par l'urgence climatique et il faut les intensifier, même s'ils se trouvent près de récifs fragiles, dans des parcs nationaux ou dans des zones protégées. Née en 1924 sous le nom Compagnie française des pétroles, l'entreprise a grandi dans l'ombre des guerres et des crises mondiales. À chaque fois, elle s'est positionnée comme une chasseuse d'opportunités, exploitant les ressources là où les États fragiles ou corrompus ouvraient à grand leurs portes. En Afrique, Total n'est pas un invité récent. Nigeria, Angola, Gabon, Ouganda, la liste est longue. Avec ses plateformes offshore et ses raffineries, la compagnie est devenue un géant incontournable. Mais partout où elle s'installe, une même question revient. Qui profite réellement de cette manne pétrolière? L'entreprise se présente aujourd'hui comme un champion de la transition énergétique. Mais derrière le vernis vert, les réalités du terrain racontent une autre histoire.
Car Total Energy, c'est aussi une longue liste de scandales et de polémiques sur le continent africain. En Ouganda et en Tanzanie, par exemple, le méga projet ICOP a provoqué un tollé mondial. Expulsion forcée des populations, destruction environnementale, accusations de corruption. It's going to be the biggest crude oil pipeline in the world, which is equivalent to the distance between Madrid and Brussels. This pipeline is going to contribute to 34.3 million tons of CO2 every year. If we want to limit global temperatures to 1.5 degrees Celsius, then we cannot have any new fossil fuel developments. It corresponds to 7 times the annual emissions of Uganda. I remember a time when we had a school tour at Makshan Falls National Game Park. It was beautiful to see the falls, the water, the birds, the animals. And if this East African crude oil pipeline is constructed, all this will be dead. The EACOP is going to go through over 200 rivers. A third of it is going to go through the Lake Victoria Basin. And it's also going to pass through one of the oldest and largest national parks in Uganda, threatening the existence of different species of animals. The climate crisis was caused by countries like France. That's why it's moral responsibility for the Europeans to stand with us. Africa as a continent is responsible for less than 4% of global emissions. The climate crisis is directly rooted in the systems of colonialism and racism. We don't want to take the same route, and that's why we are standing up to stop the East African crude oil pipeline. En Afrique du Sud, l'entreprise a été attaquée en justice par des ONG accusées de menacer les écosystèmes marins et fragiles. Au Nigeria, les souvenirs restent amers. Marée noire, pollution irréversible et une région du delta du Niger toujours marquée par la misère malgré les décennies d'extraction pétrolière. Ces accusations ne sont pas de simples rumeurs. Elles s'appuient sur des rapports d'ONG, sur des plaintes devant des tribunaux, sur des témoignages de populations locales. Alors, quand Total annonce une nouvelle opération en République démocratique du Congo, difficile de ne pas se poser la question suivante. Le Congo sera-t-il la prochaine victime collatérale de cet appétit insatiable? De plus, le contexte congolais rend la situation encore plus explosive. Le pays traverse une crise sécuritaire et sociale très profonde. Les tensions internes, les menaces terroristes dans la sous-région et la fragilité économique affaiblissent l'État. Mais voilà, c'est dans ce climat d'instabilité que l'on signe des accords stratégiques avec des multinationales. Pourquoi? Parce que dans ce chaos, les entreprises étrangères trouvent un terrain favorable. Des gouvernements en manque de liquidité, pressés de conclure des deals, parfois au détriment des intérêts du peuple. Et le Congo ne s'arrête pas là, car Brazzaville s'est récemment rapproché de Washington, un partenariat avec les États-Unis qui pose la question suivante. Est-ce une stratégie de souveraineté ou une manière de livrer encore davantage les ressources nationales aux grandes puissances étrangères? Et c'est ici que le scandale devient criant, car dans ce nouveau projet offshore, la République du Congo ne percevra que 15% des parts. Oui, seulement 15. À titre de comparaison, regardons ailleurs, sur le continent. Les pays de l'Alliance des États du Sahel, comme le Mali, le Burkina Faso ou le Niger, ont récemment décidé de reprendre en main leurs richesses naturelles. Fini les contrats léonins, fini les pourcentages ridicules. Désormais, ils parlent de souveraineté totale sur leurs ressources. Alors, comment expliquer que le Congo, assis sur des milliards de barils, se contente d'un simple pourboire? Est-ce un choix stratégique ou une soumission déguisée? À qui profite ce partenariat? Car ce n'est certainement pas au peuple congolais, dont le quotidien est marqué par la pauvreté, le chômage et les infrastructures défaillantes. Ce deal est présenté comme une opportunité historique, mais l'histoire nous a déjà montré que les grandes annonces officielles cachent souvent de grandes désillusions. Pour Total Energy et Qatar Energy, c'est une victoire totale. Accès à de nouvelles réserves, profits colossaux, influence renforcée, et pour les élites congolaises, c'est aussi une aubaine, des dividendes politiques, peut-être même personnels. Mais pour le peuple, rien n'est moins sûr, car tant que les richesses naturelles ne se traduisent pas par des écoles, par des hôpitaux, par des routes, par des emplois, le pétrole reste une malédiction plutôt qu'une bénédiction. Il est important de se demander, est-ce que le Congo a signé un pacte gagnant-gagnant avec Total Energy, ou est-ce que le pays vient une fois de plus de brader sa souveraineté au profit d'intérêts étrangers? L'histoire jugera comme elle sait si bien le faire. Mais une chose est claire, tant que les contrats pétroliers continueront d'être négociés dans l'ombre, tant que les populations resteront exclues des bénéfices, l'Afrique restera prisonnière de son or noir. Et vous,
Qu'en pensez-vous? Est-ce que le Congo a raison d'ouvrir ses portes à Total Energy? Ou est-ce que c'est une erreur stratégique qui coûtera cher aux générations futures? Dites-le en commentaire, débattons ensemble et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines actualités politiques. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.